Sœur Marie, vous êtes dans un état d'agitation. Mettrons-nous nos houppes-landes? Oui, ma bonne sœur Jeanne. Et nos chapeaux verts? Vous les mettrez également. J'ai préparé nos petites pèlerines de laine. Vous les mettrez également, ma bonne sœur Rosalie. À 7 heures de la nuit, le vent doit être froid sur le pont du canal. Oh non, mais quelle aventure! Oui, ça, quelle aventure! Oh, quelle aventure! Savez-vous quelle heure il est? Le quart n'a pas encore teinté à la cathédrale. L'Aquitaine, il est temps de partir. Je vous apporte vos habits. Surtout, mes bonnes sœurs, ne commettez pas d'imprudence. Non, n'ayez crainte. J'ai tellement peur que vous vous perdiez dans les ténèbres. Oh, ne vous inquiétez. Elle reviendra, cette Surtout vous, mademoiselle Rosalie, faites des bronches. Oh, mettez bien votre mouchoir devant votre bouche à cause du brouillard. Et puis, tenez, prenez un bonbon. J'ai remarqué que quand on en suce, on s'enrhume moins. Ah, faites bien attention, mademoiselle Rosalie. Vous tombez toujours. Faites bien attention, hein. Vous glissez sur les pavés humides. Pas, j'ai mes snow boots. Nous sommes prêtes. Alors, il commence à être tôt. Après, quand vous rentrerez, après avoir sonné, vous frapperez 3 coups avec le marteau. Nous Que sommes nous n'ouvrions pas à des rôdeurs. Oh, nous sonnerons, c'est sûr. Et nous frapperons encore. Allez, mes bonnes sœurs, il est temps, allez-y. Oh, je suis pas encore sortie, mais j'ai déjà Oh, que Dieu vous protège. Ah, cette expédition nocturne me contrarie. Oh, je suis certaine qu'elles rentreront sans Oui, blessure. en attendant, nous ne travaillons pas. Baissez la lampe, Marie. Ça n'est pas la peine de faire un aussi fort éclairage. Baissez, je vous dis. L'expédition nocturne. Entrez, monsieur le grand doyen. Sans cérémonie, hein. Ces demoiselles vont être enchantées pour ce Oh, doyen, Marie, relevez la lampe. Je suis confus, mesdemoiselles, d'entrer chez vous si tardivement. Je venais de la cathédrale, qui m'avait reçu les confessions si nombreuses en cette veille de fête. J'ai aperçu mademoiselle Rosalie et mademoiselle Jeanne qui s'en allaient mystérieusement. Et c'est si peu dans vos habitudes de sortir après le souper que j'ai craint un accident. J'ai questionné cette bonne Ernestine qui m'a fait entrer. Si je suis indiscret, excusez-moi. Mais nullement, monsieur le grand doyen. Vous n'êtes jamais indiscret. C'est ce soir, monsieur le grand doyen, que se produit le fameux événement. Ah, quel grand événement! Dans un instant, elle sera là, monsieur le doyen. Rosalie, retournez dans votre cuisine. Donnez-vous la peine Oui, de vous asseoir, mademoiselle. monsieur le grand Qui doyen. va? Monsieur le grand doyen, je suis bouleversée. Je suis très émue. Je vous avais parlé jadis de notre cousine Arlette. Oui, je crois. C'est elle que mes sœurs Jeanne et Rosalie sont allées chercher à la gare, comme si cette petite n'avait pas pu prendre un autre train. Cette arrivée en pleine nuit me semble du mauvais augure. Ne s'est-elle pas excusée en expliquant que c'était le plus pratique? Oui, elle a dit ça. Permettez-moi d'ajouter que nous ne sommes pas en pleine nuit. Pour nous aussi. Il est 8h30 du soir. J'ose croire que tous les honnêtes gens ne sont pas encore couchés, puisque je suis dehors. Vous pouvez sourire, monsieur le grand doyen, mais malheureusement, je sais ce que je sais. Et ce n'est pas gai. Oh, je suis désolé de vous voir si pessimiste, mademoiselle Cathy. Vous qui avez une volonté si droite, un esprit si méthodique. Mais que savez-vous de si inquiétant? Arlette, qui vivra désormais chez nous, était la fille d'un cousin germain que nous avions à Paris, et qui menait grand train. Il fallait voir sa maison, un palace, et des automobiles, des domestiques, des voyages. Ah, l'argent ne comptait pas. Tout cela devait mal finir. À la suite d'une mauvaise spéculation, il y a 2 ans, il s'est suicidé. Oh, quelle pitié! Ah! C'était un homme sans morale. La preuve, il nous méprisait. C'est parce qu'il vous connaissait mal, sans doute. Sa femme était morte 10 ans plus tôt, laissant 2 enfants, cette petite Arlette et son frère Jean. Oh oui, non.
Jean, qui a 23 ans, vient de partir pour le Soudan. On lui a procuré une situation intéressante. Arlette était dans une pension des environs de Paris, très élégante. Le conseil de famille avait même payé pour qu'elle y restât pendant les vacances. Elle vient d'avoir 18 ans, nous avons dû prendre une décision. Le notaire nous a représenté qu'il était de notre devoir de l'accueillir chez nous. Je ne pouvais pas refuser. Vous avez donc accepté. Mais c'est parfait, je vous félicite. Je reconnais en cette action votre bon cœur. Pourvu que dans sa pension très élégante, elle n'ait pas pris des goûts de luxe. Et pourvu que l'hérédité ne parle pas trop dans l'âme de cet enfant. J'ai le pressentiment qu'Arlette sera très gentille. La fille d'un tel père ne peut pas être très gentille. En supposant qu'elle ait reçu une nouvelle éducation, elle se transformera vite à votre contact. Vous lui présenterez des exemples si fervents d'humilité, de piété, qu'elle se perfectionnera un peu chaque jour. Comptez sur moi pour l'adresser. Monsieur le Grand-Doyen, nous avons ici des habitudes d'ordre qu'il nous faudra respecter. Non. Souvenez-vous que la bonté vaut toujours mieux que la force. Hein. C'est par la confiance qu'on obtient les meilleurs résultats. J'espère que vous me la présenterez un de ces jours. Vous savez à quelle heure on trouve. Vous ne restez pas pour l'attendre, monsieur le Grand-Doyen. Elle ne va pas tarder à arriver. Les freins ne sont pas toujours exacts. Hein. Je préfère me retirer. Au Ernestine revoir. Ernestine Oui, mademoiselle. la porte à monsieur le Grand-Doyen. Oui, mademoiselle. Voilà. Attendez une minute, monsieur le Grand-Doyen, qu'Ernestine ôte les chaînes, tire le verrou et tourne la clé. Vous vous mettez chaque jour en état de piège. Nous sommes chaque jour en des état de femmes piège. seules. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Vous avez bien. La porte est ouverte. Le pont-levis est abaissé. Bonne nuit, mademoiselle Marie. Je suis votre servante, monsieur le Grand-Doyen. Que Dieu vous ait en sa sainte garde. Je quitte la forteresse. Le Grand-Doyen est parti. Baissez la lampe, ma sœur. Elles ne vont pas tarder à arriver. Oui. Vous avez entendu ce qu'a dit monsieur le Grand-Doyen. Les trains ne sont pas toujours à l'heure. Moi, si dans une demi-heure, elle n'est pas là, je monte me coucher. Quand j'ai pas eu mon compte de sommeil, le lendemain, j'ai toutes mes petites fonctions arrêtées. J'ai entendu le bruit de l'omnibus. Au bout de l'enclos, peut-être que mademoiselle Arlette l'aura-t-elle pris pour ses bagages? L'omnibus. Il lui a fallu l'omnibus. Mais pourquoi pas une automobile? Non mais, ça, c'est bien ça, les Parisiennes. Avec leurs bas comme des toiles d'araignée et des talons comme des perchoirs, il leur faut l'omnibus. Mais elles n'avaient qu'à mettre des snow boots, comme Rosalie, elles passeront partout. Ça commence mal. Bonjour ma cousine, je suis très heureuse de vous connaître. Vous êtes venue de la gare en omnibus? Ah non, je suis venue à pied avec ma cousine C'est Jeanne. moi qui ai pris l'omnibus. J'en pouvais plus à cause de mes snow boots. Comme l'omnibus a attendu d'autres voyageurs, je suis arrivée en même temps. Avez-vous fait bon voyage, Et cousine Arlette? excellent, j'avais acheté un roman très captivant, le voyage m'a paru fort court. Oh, vous lisez des romans? Oh bah comme tout le monde ma cousine. Eh bien, moi, je vous assure que nous n'en lisons pas. C'est que vous n'êtes pas tout le monde. Donnez-moi, je vous débarrasse. Ce ne sont pas des armes à feu, au moins. Non, ne vous inquiétez pas. Vous permettez que j'enlève mon chapeau? Oh oui, bien sûr. Ça ne me va pas. C'est effrayant. Oh non, c'est très joli. N'est-ce pas, Rosalie, que c'est bien? Oh, ben moi, j'enlève mes snow boots, hein. Si vous allez dans le couloir, j'ai mis tous les bagages. Faites attention de ne pas vous poigner dans le vélocipède, hein. Mais vous avez apporté un vélocipède? Bah oui, j'aime bien faire une petite balade de temps en temps. Comme si les jeunes filles convenables faisaient des petites balades en vélocipède. C'est un sens. Vous prendrez pas quelque chose? Non, je vous remercie, j'ai dîné dans le wagon-restaurant. Et elle dîne dans les wagons-restaurants. Quelle mœurs. J'ai préparé de l'eau chaude. Ou de la camomille ou du tilleul? Du tilleul, volontiers. Buvez vite. Servez-le très vite parce que moi j'ai hâte d'aller me coucher. Hein. Il est très tard, nous devons monter nous coucher. Je suis déjà très fatiguée. Bah, il est à peine 21h, ma cousine.
À 21, vous employez ce genre d'expression moderne. C'est insensé. Je préfère vous prévenir tout de suite. Nous n'utilisons pas ce genre de locution. Je dirais même plus, nous ne l'écoutons pas. Je prends note. La gueule. Merci. Très bien. Alors maintenant que vous allez bien vite boire, parce que demain, nous vous initierons à votre nouvelle vie. Je souhaite que vous vous y adaptiez très vite. Et je vous dirai où remiser vos instruments sauvages dans un coin du grenier. Vous me laisserez au moins mon parapluie? Comment c'est un parapluie? Je crois que c'est un paquet de macaronis. Vous pouvez pas avoir un parapluie aiguille. La sœur du premier vicaire en a un. C'est très convenable. Merci. Voilà. Allez, dépêchez-vous. Alors, sachez que le matin, nous nous levons à 6 heures pour la messe. Et comme vous serez très fatigué, vous pourrez faire une grasse matinée demain. Merci, ma cousine. C'est quoi? Vous vous lèverez à 7 heures. Ah, c'est dit quoi que la petite demoiselle prendra demain matin à son déjeuner? Nous prenons du cacao et des échaudés. Vous aimez ça, moi aussi? Alors, puisqu'on veut bien me consulter, je dirais que je préfère du pain et du lait. J'avoue que je trouve que les échaudés ont un goût de coton hydrophile. Là, nous mangeons du coton hydrophile. Voilà, j'ai fini. Chez vous. Encore un renseignement que je vous donne. Nous disons notre prière du soir à l'église et par une pieuse coutume, nous récitons dans ma chambre quelques invocations, chacune à la sienne. Moi, je m'adresse à Notre-Dame de Lourdes. Moi à Saint-Augustin. Et moi, à Saint-Antoine de Padoue. Et moi, à Saint-Laurent, à cause de son grill. Quelle sera la vôtre, mon enfant? Notre-Dame de la délivrance, priez pour moi. Et nous dirons, Priez pour elle. eh bien maintenant, mes sœurs, mettons tout en ordre. Allez, allez, allez. Vous montez l'argenterie tous les soirs? Bien sûr, à cause des rôdeurs. Nous n'avons rien oublié? Non. Eh bien, montons. Est-ce que je peux l'éteindre? Oui. Bonsoir, mademoiselle. Ernestine! Ernestine! J'étouffe! Attendez que je regarde l'heure. Oh, j'en peux plus! Encore 1 minute. Je suis suffoquée! Ah, mais c'est pas grave, ça. Si à chaque fois qu'on était sur le Fouquet, on devait s'arrêter, eh ben on ferait plus rien. Hein. Oh, allez, ouvrez vos poumons à plein battant. Ça vous rentre là-dedans comme dans du beurre. Ah non, j'en ai assez! J'en ai assez! Je ne veux pas finir mon dernier soupir dans une casserole! Eh bien, ma cousine Rosalie, c'est ainsi que vous prenez vos fumigations. Vous escamotez la dernière minute, ce n'est pas bien. Attendez que je m'essuie la figure, je suis toute fondante. Remettez vos tampons droits dans vos oreilles. Et puis dans 5 minutes, vous prendrez une cuillère de sirop. Oui, oui, oui. Dans 15 minutes, vous gargarisez. Oui, oui, oui. Et puis dans un quart d'heure, je vous ferai la tisane des 4 jours. Oh, merci, ma bonne Ernestine. Vous savez qu'on finira par vous faire croire que vous êtes fort malade, ma cousine. Mais je le suis. Qu'est-ce que vous avez? Un gros rhume. Oui, bah, 3 fois rien. Mais c'est très grave, hein, un gros rhume. Sans quoi, je serais en ce moment au salut avec mes sœurs. Et moi, j'y serai de même, puisque je suis restée pour vous tenir compagnie. Si on ne soigne pas un gros rhume, on risque une fluxion de poitrine. Bon, qui est-ce qui vous a dit ça? C'est Elcide? Faut pas la croire. Comment ne pas croire qu'elle cide? Voilà 3 semaines que je suis ici, 3 semaines que j'observe.
Voulez-vous que je vous dise ce que c'est que ma cousine Texide? Oui. Vous ne le répéterez pas. C'est une bourreuse de crâne. Mais qu'est-ce que c'est que ça, une bourreuse de crâne? C'est une femme qui essaie d'en imposer à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'elle a pris la succession de votre mère dans la direction de cette maison qu'il faut qu'elle se croie sortie de la cuisse de Jupiter. Oh, vous employez des expressions qui m'effraient. On m'a dit qu'elle était aussi très autoritaire, votre maman. Une mère supérieure qui aurait été en même temps gendarme, produit peu ordinaire. Il paraît que ni vous ni vos sœurs n'avaient été des jeunes filles très heureuses, est-ce exact, ma cousine? Voilà, personne qui vous a renseigné connaissait certainement très très bien notre famille. Qui est-ce? Secret professionnel, mystère et discrétion. Personnellement, j'ai jamais eu beaucoup à me plaindre. Ma santé a toujours été si chancelante. Pendant que d'autres faisaient des rêves de bonheur et d'amour, vous preniez des tisanes, du jujube et des cataplasmes. Oh, ben, ces petites occupations ont suffi à meubler ma vie. Ah, je vous aime beaucoup, ma cousine Rosalie. Vous trouvez pas que ça fait du bien de papoter comme ça de temps en temps, à cœur ouvert? c'est vrai, moi, mais je vous aime beaucoup aussi. Vous disiez donc que ma cousine Marie et ma cousine Jeanne avaient eu d'autres aspirations que les vôtres. Oh, oui, folie de jeunesse. Jeanne aurait voulu faire des études et Marie aurait aimé se marier. Et autant n'emporte le vent, leurs rêves se sont petit à petit envolés. Sous le règne de Sa Majesté Madame d'Avernis, extincteur 1er, et Mademoiselle Telsteed, extincteur 2. Oh, Telsteed, extincteur 2. Entre nous, croyez-vous que l'extinction des feux soit définitive? Oh, c'est si loin tout ça. On m'a dit aussi que Madame, votre mère, avait comme grande amie une certaine Madame Hyacinthe, dont le fils, professeur au collège, avait subitement quitté la ville. Savez-vous ce qui avait déterminé ce départ? Je l'ai toujours ignoré, mais en réalité, notre mère connaissait assez peu Madame Hyacinthe. On a prétendu que le jeune homme a pu voyager pendant 10 ans. Mademoiselle Clémentine Chautard m'a appris avant-hier qu'il était depuis quelques semaines revenu dans notre collège. Non, vrai, il est revenu? Bah, pourquoi cette nouvelle vous rend-elle si joyeuse? Oh, pour rien. Ça me rend joyeux parce que c'est dans mon caractère. Oh, pauvre petit, vous ne devez pas beaucoup vous amuser chez nous. Ah, il est vrai que comme dancing, on fait mieux. Qu'est-ce que vous regrettez le plus des années où vous étiez riche? Ah, je ne sais pas. Enfin, si, je sais. En fait, ce sont les mois que je passais à Biarritz. On allait au casino, au tennis. Il y avait des jeunes gens très gentils. Oh, vous dites jeunes gens, c'est que vous pensez un jeune homme. Ah, vous êtes maline, ma cousine. Il s'appelait Jacques. Mais bon, il est loin maintenant, comme sont loin mes belles toilettes, mon automobile, mon appartement de Paris. Maintenant, ma vie se résume à obéir à ma cousine Telsteed. Oh, Telsteed est autoritaire, mais dans le fond, elle n'est pas méchante. Bah oui, on peut dire ça de tout le monde, hein. Dans le fond, personne n'est méchant. Seulement, il ne faut pas la heurter de front. Apprenez, à propos d'une routière qui fuit dans la cour, elle soutient depuis 8 ans une lutte acharnée contre notre propriétaire. Et elle finira par avoir le dernier mot. Bah, chacun met son amour propre où il le veut. Libre à elle de le mettre dans une gouttière. Mademoiselle Rosalie, il est temps de prendre votre sirop. Oh, oh, oh. Je vous laisse. J'étais descendue en vous entendant crier et je retourne là-haut. Mais qu'est-ce que vous faites aussi intéressant là-haut? Je m'occupe et je ne m'ennuie pas. On les aura, ma cousine, on les aura. Allez, buvez. Sucez le fond de la cuillère, là. Vous en laissez toujours un peu. Allez. Un bonbon pour faire passer le goût. Oui, on y va. C'est une infamie, mes sœurs. Vous m'entendez? Une infamie. C'est Mademoiselle Le Rouge et Mademoiselle Clémentine Chautard. N'en revenez pas. Il est vrai que des personnes d'un âge aussi respectable que le nôtre ont droit à plus de respect. J'en suis encore toute tremblante. Il y aura des sanctions. Nous irons en cour de Rome s'il le faut. Mais que s'est-il passé? Vous savez, ma sœur, que chaque matin, nous préparons nos chaises pour le salut. Remarquez que nos chaises sont réservées
Nous avons pour habitude de poser sur les sièges des plus basses le dossier des chaises les plus hautes. Eh bien, ce soir, nous n'en avons retrouvé aucune. Aventure d'autant plus détestable que nous ne prions bien que sur des chaises nous appartenant. Après 2 heures de recherche, nous en avons retrouvé 2 dans les fondations. Et 2 dans les escaliers montant aux grandes orgues. Et le reste avec des chaises banales dans un trou d'ombre. Il y a vraiment parmi les enfants de cœur de véritables bandits. Jamais sous le précédent premier vicaire un tel scandale ne serait arrivé. Jamais. Je croyais que vous aviez fait la paix avec son successeur que je trouve si aimable. La paix. Ah, certainement pas. Vous savez que je l'avais choisi comme confesseur. N'a-t-il pas osé me donner comme pénitence 3 patères et 3 avis? Une pénitence de première communion à mon âge, enfin. Et quand je lui exposais mes petits scrupules de conscience, il me disait « Allez, passez, j'ai encore 10 personnes à confesser. » Oh, je l'ai quitté avec indignation. Oui, nous aurions voulu voir monsieur le grand doyen pour lui parler du scandale des chaises. Il était absent. On le préviendra. Qui est-ce? C'est le propriétaire. Ah ben, je lui avais demandé de venir, je l'ai complètement oublié. Mes respects, mesdemoiselles. Non, ben oui, il est très vite, hein. Je n'ai pas eu le temps. de s'accueillir. Et monsieur de Fleurville est toujours... Eh ben voilà, rien n'est rangé. Vous nous voyez dans notre bazar. Monsieur de Fleurville? Vous m'avez demandé, mademoiselle, de venir vous voir d'urgence. Oui, monsieur de Fleurville. Le toit se serait-il affaissé? Un mur se serait-il écroulé? La cave serait-elle inondée? Non, monsieur de Fleurville. Il s'agit de la gouttière. Encore? Nous entrons aujourd'hui dans la 8e année de notre litige. Je voudrais savoir si oui ou non vous allez faire la réparation. Elle fuit toujours? 8 ans qu'il y a des traînées dégoûtantes, des hiéroglyphes qui dégoulinent sur le mur de la cour. 8 ans que je vous demande de faire la réparation. 8 ans que vous refusez. Mademoiselle Tesside, je vous ai répondu il y a 8 ans que cette réparation vous incombait. La gouttière ayant été bouchée par les détritus jetés de votre grenier. Je vous le dis encore aujourd'hui, 8 ans, je vous le répète, 8 ans que j'écoute vos mêmes doléances. Dépêchez-vous de l'ouvrier si vous ne voulez pas que ce soit tour à tour 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Je vous informe que vous ne m'aurez pas par la lassitude. Soit vous voulez la guerre, eh bien vous l'aurez. Mais non, je ne veux pas la guerre. Seulement comme vous, j'ai mon amour-propre. Tant pis si les amours-propres font les murs sales. Je vous présente mes hommages, mesdemoiselles. Vous êtes un propriétaire sans cœur. Vous me rendrez malade avec vos histoires. Vous devrez appeler le médecin, appeler plutôt le plombier. Je ne vous salue pas, monsieur de Fleurville. Moi, je vous salue tout de même. Vous l'avez entendu, mes sœurs? Quelle arrogance! Mais je dresserai, comme je dresserai le premier vicaire. Et cette petite Arlette, tiens, où est-elle, celle-là? Elle est dans sa chambre, je crois. Elle en prend à ses aises, elle était censée vous tenir compagnie. Elle n'est pas allée au salut exprès. Oui, je vais la chercher. Cette petite a des manières qui ne me plaisent pas du tout. Vous avez vu son linge? Oui. Des chemises d'actrice. Je lui en achèterai, moi, en grosse toile. Arlette n'est pas dans sa chambre. Comment pas dans sa chambre? Où peut-elle être? Oh, ben, je vais voir si elle n'est pas dans l'une des nôtres. Dalcide? Où ai-je la tête? La bonne, elle est où? Augustine? Je suis en train de basamer les carreaux, là. Quoi qu'il y a? Est-ce que vous savez où est mademoiselle Arlette? Elle est dans sa chambre, je crois. Elle n'y est pas. Ah, alors, j'en sais rien. Oh, mais je ne trouve Arlette nulle part. Ah, ben je lui ai fait une réflexion ce matin, elle est dans un coin, elle boude, elle est vexée. Ah non, évident, à moins qu'elle soit passée par l'autre escalier. Le train de Paris part à 5h32. Je parie qu'elle est à la gare. Mais il est 6h. Oh, bah, elle doit être déjà loin. Je suis certaine qu'Arlette ne serait pas partie.
Et le grenier? Vous avez visité le grenier? J'ai visité que le Que grenier. ferait-elle au grenier? Bah, montons au grenier. Oh, soit montons au grenier, mais à mon avis, il y est pas. Parce qu'elle paraît. Ce n'est pas moi que vous cherchez. J'étais au grenier. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle lubie? Oh, ce n'est pas une lubie, ma cousine Telside. Je vais vous expliquer. Je suis curieuse de vous entendre. Le grenier est un mot magique. Pour une Parisienne comme moi, il n'en est pas qui soit plus prometteur de découverte et d'exploration. Lorsque nous étions enfants, avec mon frère, nous jouions dans une pièce. C'était notre domaine. Et souvent, au milieu d'une partie, nous nous disions « Ah, si nous avions un grenier, comme on s'amuserait mieux. Une chambre, c'est propre, c'est net, c'est rangé. Alors qu'un grenier, c'est mystérieux, c'est niché parmi les toits et les girouettes. C'est taillé en pointe. Qu'est-ce que... Où voulez-vous en venir? Depuis quelques jours, j'étais intriguée par l'idée qu'il devait y avoir chez vous un grenier. Je suis une furteuse. Que ne trouve-t-on pas dans un grenier? De la poussière. Des araignées. Des souris. Tout au fond des armoires et des tiroirs dans les maisons de nos grands-pères, de nos grands-mères. Ah, quelle joie! Tout au fond des armoires et des tiroirs dans les maisons de nos grands-pères, de nos grands-mères. Tu ne devines pas ce qu'il y a dans les tiroirs. Il y a des photos des tout petits enfants qui s'en vont à l'école. Dans les armoires, il y a des chapeaux de porter nos parents quand on les aime pas. Dans les tiroirs, il y a des opales, des képis de soda et des fleurs en papier. Dans les armoires, il y a des pétales qui vont chercher la pure robe de mariée. Tout au fond des armoires et des tiroirs dans les maisons de nos grands-pères, de nos grands-mères. Ah, quelle joie! Tout au fond des armoires et des tiroirs dans les maisons de nos grands-pères. Ah, mes cousines, un grenier. C'est le décrochez-moi ça des générations précédentes. Oh, cette expression. Hélas, j'ai été bien déçue. Oh, votre grenier, mes chères cousines, est si propre qu'on n'y trouve pas une toile d'araignée. Les caisses y sont ordonnées sans un grain de poussière. Apprenez, mon enfant, qu'il est très peu hygiénique de garder des tas de choses entreposées dans un grenier. C'est l'hygiène qui tue le goût des antiquités en France. Qu'est-ce que c'est? On a sonné. Allez, je vais ouvrir. Allez. Vous avez toujours pas lu ce que vous avez fabriqué pendant des heures sous les toits. Eh bien, je me suis endormie sur une pile de tapis sous les toits de la cathédrale. J'ai rêvé que j'étais un de ces pigeons qui construisent leur nid sous la couronne de Saint-Louis. Très bien, mon enfant. Maîtrisez dorénavant votre imagination. Je redescends de mon pigeonnier, le rêve est achevé. C'était monsieur le grand doyen. Alors, je l'ai fait entrer dans le salon. J'ai ouvert les volets. Puis je l'ai prié d'excuser les ousses. Très bien. Je pense que monsieur le grand doyen vient nous présenter ses excuses pour le scandale des chaises. Mais j'exige des sanctions. Un tel scandale est sans excuse. Restez, ma cousine, je voudrais vous parler. Vous avez quelque chose à me dire? Oui, De quoi s'agit-il? Asseyez-vous. ma cousine Marie, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Oh, mais oui, Arlette. Je ne cesse de prendre votre défense auprès de Telside lorsque celle-ci est trop dure pour vous. Non, vous êtes gentille. Oh, je suis votre amie, n'en doutez pas. Seulement, nous sommes si différentes l'une de l'autre que... C'est bête à dire, mais... Je me sens un peu timide devant vous. Je vous impressionne. Oh oui, vous savez tellement de choses que j'ignore. Vous êtes si vive, si active. N'en jetez plus. Oh ben non, j'ai toujours peur que vous me trouviez ridicule. Oh, des sottises tout ça. Donnez-moi votre main que je vois si nous sommes vraiment aussi différentes l'une de l'autre que vous le dites. Vous êtes pyromancière. À mes heures perdues. Ah mais ne bougez pas. Ah ben mais c'est que vous me chatouillez. Ah évidemment. Quoi? Eh bien, vous êtes devenues assez différentes de moi, mais c'est à cause de la vie que vous menez. Mais vous n'avez pas toujours été ainsi. La jeune femme résignée que vous êtes devenue a eu jadis des rêves. Fou, Arlette, si on vous entendait.
Je vois un homme dans votre main, cousine Marie. Il y a un homme dans ma main. Un homme que vous avez aimé et que vous auriez voulu épouser. On peut dire ça à presque toutes les femmes. Cet homme était professeur. Vous voulez que je vous dise son prénom? Ça commence par un U. Taisez-vous, cousine Arlette. Vous n'avez pas le droit de lire comme ça dans les mains. C'est de la sorcellerie. Mais non, ce n'est pas de la sorcellerie, je vous fais une blague. Alors comment savez-vous? Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Tout à l'heure, quand j'ai dit que je m'étais endormie sur une pile de tapis, vieux mensonge, je ne pouvais pas expliquer à ma cousine Telside que j'étais tombée sur votre journal intime de jeune fille et que je l'avais lu avec passion. Oh, mon journal intime que vous aviez perdu. Qu'est-ce que j'ai pu écrire dedans? Je vais vous le rappeler. Vous l'avez écrit le lendemain de votre sortie de pension. Vous étiez alors une jeune fille, gaie, espiègle, désireuse de porter des toilettes, d'aller au bal. Mais votre mère, Madame d'Avernis, a lentement étouffé vos enthousiasmes. Mon journal que l'on pourrait intituler Comment on devient vieille fille. Votre premier bijou, vous rêviez d'une bague avec une perle, vous avez eu une montre avec un gros cordon noir. Et ma première toilette, je rêvais d'une petite robe en soie. J'ai eu une robe en bonne grosse cheviote bien large pour qu'elle puisse durer 2 ans. Pas de bal, pas de théâtre. Parfois, la musique au jardin municipal après les vêpres le dimanche. Et un jour, à 22 ans, vous écrivez. Chut, ne lisez pas à voix haute. À mi-voix. C'est daté du 3 mai. Journal de ma vie. Tu as vu tour à tour mes rêves, mes désillusions, ma résignation. Je veux qu'aujourd'hui, sur ton papier banal qui en sera transfiguré, s'étende le premier rayon de soleil de l'année. J'écris près de ma fenêtre, il fait beau. Le printemps jaillit comme un feu d'artifice. Est-ce la lumière? Est-ce mon imagination? Est-ce un ancien rêve qui n'est pas tout à fait encore mort et qui a secoué le printemps m'émeut délicieusement. J'ai rencontré tout à l'heure un homme dont je tairai le nom. Il est descendu du trottoir pour me laisser passer. Il a murmuré une phrase que je n'ai pas comprise, mais dont j'ai lu la douceur dans ses yeux. Mon journal, je ne t'en apprendrai pas davantage. Aujourd'hui, il me semble que je vais aimer. Arlette, il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Il ne faut pas non plus les laisser traîner dans les placards. 2 jours plus tard, vous apprenez à votre carnet le nom de ce jeune homme, Ulysse Hyacinthe. Vous dites qu'il est professeur au collège et vous faites sa description. Grand, fort, la tête puissante, son nez ample et bien découpé, des favoris blonds frisés sur ses joues. Oh, il était beau. Vous vous arrangez dès lors pour le rencontrer chaque matin. Il dit charmant. Vous revenant de la messe, lui allant au collège. Un jour, vous veniez de le dépasser, il vous appelle. Help, help. Vous vous retournez, il vous murmure. Vous avez perdu ce petit objet. Vous étiez si ému que vous balbutiez. Merci. Il resalue, s'éloigne. Le petit objet était votre gant de philoselle noire que vous aviez laissé tomber. Charmant, n'est-ce pas? Une autre fois, vous étiez sous le porche de l'église, sans parapluie alors qu'il pleuvait à torrent. Oh, mes bottines de cachemire noir trempées dans une flaque grandissante. Monsieur Hyacinthe passe. Oh, s'écrie-t-il. Monsieur, murmurez-vous. Sous ce déluge, reprend-il. Hélas, ajoutez-vous. Je vais vous conduire, propose-t-il. Mon parapluie de coton est vaste. Il m'a souvent abrité avec maman. Et nous sommes partis. Je lui disais, attention. Oh, il faisait n'importe quoi, il marchait en plein dans les flaques. Émotion. Oh bon, il était tout rouge, je sens la tête. Les pieds dans l'eau. Ça devait lui faire du bien. Je croyais mon mariage proche. Hélas, j'ai appris qu'il quittait la ville avec sa maman. C'était en été. Je assistais à son déménagement. Il suivait la voiture, le chapeau à la main, la tête basse. Au même moment, les cloches de la cathédrale se sont mises à sonner. J'ai fait le signe de croix, comme pour un enterrement. Et quand avez-vous appris que M. Hyacinthe était parti parce que votre mère lui avait refusé votre main? Oh, plus tard, beaucoup plus tard. Ma mère, qui ne voulait pas d'un professeur de 5e dans la famille, ne m'a même pas consultée. J'ai su la vérité par mademoiselle Clémentine Chotard. Pendant 10 ans, j'ai cru à l'oubli de M. Ulysse Hyacinthe. Mademoiselle Clémentine Chotard, qui était restée en contact avec lui, m'a appris qu'il avait fait 10 collèges. Oh, le pauvre grand ami. Chaque fois qu'il arrivait quelque part, il s'ennuyait et demandait sa mutation. Oh, depuis quelques semaines, il est revenu. Bon, comment le savez-vous? Ah, je me suis renseignée adroitement tout à l'heure. Que vous importe qu'il soit revenu.
Ah ben cela m'importe parce que vous allez l'épouser, ma cousine Marie. Oh, monsieur, Ulysse Hyacinthe et moi-même, nous ne sommes pas vus depuis 12 ans. Bah justement, vous devez avoir bien des choses à vous dire. Oh, enfin, écoutez, Arlette, vous dites des sottises, vous parlez comme une enfant. Je ne suis plus en âge de me marier, je suis une vieille fille. Oui, mais lui c'est un vieux garçon. L'amour se loge aussi bien dans du vieux que dans du neuf. En admettant, je ne suis pas complètement indifférent. Il ne m'aime peut-être plus, lui. Rassurez-vous, ma cousine. Les hommes qui ont un parapluie comme celui que vous avez décrit, quand ils aiment, c'est pour la vie. Arlette, vous n'êtes pas charitable de remuer ainsi du fer dans la blessure. Avant 2 jours, j'aurais vu Monsieur Hyacinthe. Ben alors ça, je vous en défie bien. Tel Cid nous surveille. Vous n'avez pas le droit de sortir seul. Avant 2 jours, j'ai tout un plan, j'ai réfléchi tout à l'heure dans mon grenier. Avant 2 jours, j'aurais vu Monsieur Hyacinthe. Avant 6 mois, on annoncera le mariage de Mademoiselle Marie d'Avernis avec notre distingué compatriote, Monsieur Ulysse Hyacinthe. Et avant 2 ans, on imprimera des petits cartons annonçant la naissance d'un bébé qui aura les yeux bleus de sa mère et le parapluie de son père. Taisez-vous, cousine Arlette. Malgré la vraisemblance de vos propos, vous me faites trop Mais rire. jamais trop, ma cousine, jamais trop. N'entrez pas, monsieur le grand doyen! Pourquoi, mademoiselle? Cette petite me rendra folle. Parce qu'elle danse. Mais le roi David dansait devant là. Ah, tout ce qu'elle peut faire pour mettre du désordre dans cette maison, c'est invraisemblable. Bonjour, monsieur le grand doyen. Comment allez-vous? Rien que je vous vois. Cette robe décolletée, je lui avais interdit de la mettre. Je n'en ai pas depuis longtemps. L'esprit du siècle vous a perdu, mon enfant. Mais non, ma robe est très convenable. En mousseline, tissu pour jeune fille, en bleu, teinte discrète, avec pour toute garniture des petits pois brodés. Ce n'est pas ma faute, ma cousine, s'il ne manque pas les petits pois, vous ne pouvez pas les digérer. Donc, monsieur le grand doyen, je vous laisse juge. Je vous avoue, ma bonne demoiselle Clotilde, que je trouve ces petits pois fort commodément accommodés. Je les figure en guirlande le long d'une nappe d'autel. Ben, l'effet serait joli. Oh, mais je broderai pour vous cette nappe, monsieur le grand doyen. Vous êtes très aimable, je vous remercie. Je ne voulais pas venir chez vos cousines sans vous donner ma bénédiction. Mais je ne m'attendais pas à emporter la promesse d'une nappe d'autel. Oh, ben, ce ne sera qu'un commencement. Ah, Ben, je peux faire beaucoup pour vos pauvres. c'est très généreuse, c'est bien. Que diriez-vous si j'organisais une tombola qu'on tirerait au cours d'une matinée instructive? Ah, mais je vous dirais que j'y ai déjà pensé. Oui, mais comment organiser cela? Il faut trouver des lots, placer des billets, c'est pas commode. Ah, ben, je m'occuperai de tout. Qui, vous? Oui, j'irai de porte en porte. Je vous interdis de sortir seule. Mais pourquoi non. Mademoiselle Arlette, qui ne visitera que les familles que nous lui indiquerons, alors ben, il ne peut en résulter que du bien pour nos pauvres. Si vous le permettez, alors monsieur le grand doyen, ma conscience est approuvée. Ben, vous voyez comme c'est simple. Nous approuvons votre idée, mon enfant. Il ne reste plus qu'à me soumettre un plan détaillé. Pour la matinée, je vous fournirai la grande table catéchisme. La jeunesse catholique vous fournira ses artistes. Et je crois, dès maintenant, pouvoir vous garantir la collaboration de Mademoiselle de Valincourt. Comment? Qui chante très bien. Mademoiselle de Valincourt chante. C'est quelle mademoiselle de Valincourt? Il y en a 2. Il y a la nièce de la comtesse de Germain qui s'est mariée 3 fois, qui a eu 6 filles. Ah non, mais celle-là, c'est Henriette. Non, Mais pas du tout. Henriette, c'est la fille du C'est Louise. C'est Louise. C'est la fille du premier du marquis de Non, mais elle y a raison, celle-là, c'est Henriette. Non, mais c'est ce que je vous disais. Une de ses sœurs a épousé le baron de Beauvelise, qui devait en seconde noce, après 2 ans de veuvage, épouser Savonne. Mais je n'en sais rien. Elle a eu 4 mariages. Le 3e mariage. Elle a eu 12 Assez, mesdemoiselles.
pipi, maintenant c'est l'heure des côtes, c'est de l'autre côté. Alors vous tournez vos chaises, c'est pas compliqué, hein. Vous levez vos fesses, vous tournez les chaises, puis vous regardez l'enfant. Allez, allez, Mais tas de galopins! Mais vous n'avez pas fini de jeter des balles dans mes carreaux? Sûrement vous le faites exprès, hein? Ça n'est pas une raison parce que vous êtes en récréation pour embêter les professeurs. Laissez-moi travailler, que diable! Tiens, bonjour Jacques! Bonjour, ça y est, ça! Vous voilà dans nos murs! Vous voilà dans nos murs! Comme vous voyez. Ben, c'est le bon moment! Alors, le censeur m'attend et j'en reviendrai tout à l'heure. À votre convenance. Vous ne venez pas? Non, je reste ici jusqu'à 5 heures. 5 heures. Vous attrapiez vos enfants? Oui, ils s'obstinent à jeter leurs balles dans mes fenêtres. C'est très désagréable. J'ai l'impression de travailler au milieu d'un jeu de massacre. Une gros lot à celui qui renverse la jeune mariée. Bon, vous trouvez vraiment que je ressemble à une jeune mariée? Ben, vous n'êtes pas difficile. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Jacques. Ce coup-ci, je vous ai vu, Véron. Vous avez visé mes carreaux exprès. Vous pleurez 200 lignes, vous entendez 200 lignes. Et ne vous avisez pas de me donner comme ligne une vieille dictée de la semaine dernière, hein, petit misérable. Ah. Ah, petit misérable. Ah, dis donc. Alors. Oh, monsieur Yossat, Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Augustine? oh, il y a une comptinière demoiselle qui demande à vous voir. Alors moi je les comptinière sans trop pour le voir. Hein. Demoiselle? Mais je ne connais pas de demoiselle. Il y a erreur. Bah, pourtant elle a bien dit, monsieur Yossat, professeur de 5e. Ah ben, c'est moi. Ah, ça, incontestablement, c'est moi. Mais que peut-elle me vouloir? Dans le doute, abstiens-toi. Bon, monsieur Yossat, peut-être toi maintenant. Non, Augustine, allez dire à cette demoiselle que je n'ai pas le temps d'aller au parloir. Oh, bon, ça n'est pourtant comme qui dirait pour loin. Elle doit être sœur ou tante d'un de mes élèves. Ça n'est comme qui dirait pour sûr. Hein? Bon, qu'elle m'écrive l'objet de sa requête. Je suis occupé à corriger ses devoirs. Oh, on va pas être contente. Ça m'est égal. Hein. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Yassin? C'est vous la demoiselle? Oui, c'est elle. Comme qui dirait c'est moi? Je disais que j'étais très... Occupée. C'est ça, Je m'en doutais. C'est pourquoi, ne voyant pas revenir cette excellente jeune femme au torticolis intermittent, je me suis dit, en route pour la 5e, Dieu le veut, Dieu le veut. Je vais vous accompagner au parloir. Non, inutile, restez donc là, nous sommes très bien. Qui êtes-vous? Je suis la Providence. Ah. Je viens vous voir de la part de monsieur le Grand Doyen. Monsieur le Grand Doyen? Ah, tiens. Je suis chargée de vous offrir des billets. De chemin de fer? Ah non, merci, non. Je ne voyage plus, je n'ai que trop voyagé. Mais non, des billets pour la tombola que nous organisons au bénéfice des pauvres. Ah bon. Bon, ben écoutez, je ne sais pas le prix des billets. Donnez-moi pour ça, pour ça. En plus, ça. Ça, c'est 2 francs environ. Environ, oui. C'est bien, vous êtes généreux. Je voudrais vous offrir davantage, mais je ne suis pas riche. Je vais noter votre nom. Monsieur Hyacinthe, quel prénom? Ulysse. U comme Ursule, L comme Léon, Y comme Yvonne, S comme Sostène, S comme Sophie, E comme... Encéphalite léthargique. Ça fait Ulysse. Oui, ça fait Ulysse. Connaissez-vous Tac? Ah non, je ne suis jamais allé en Grèce. J'ai pourtant beaucoup circulé. Hein. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Et vous connaissez les classiques. Oh, j'ai beaucoup de relations. J'aurais bien préféré ne pas m'appeler Ulysse et voyager moins. Mais déménagement.
Enfin, vous voilà revenu dans notre bonne ville, monsieur Hyacinthe. Tout le monde s'en réjouit. Bon, vous êtes trop jeune pour vous souvenir de moi. Oui, mais j'ai si souvent entendu parler de vous que je brûlais d'impatience de vous rencontrer. Ah? Oui, j'ai entendu parler beaucoup de vous. Ah? Je pourrais vous dire des choses qui vous étonneraient bigrement. Ah? Vous ne pouvez pas imaginer comme vos amis ont regretté votre départ il y a 12 ans. Mes amis, mais lesquels je n'en ai jamais eu. Croyez-vous? Mais je vis comme un ours. Monsieur le grand doyen me disait encore l'autre jour combien Madame Hyacinthe était une sainte femme. Maman? Oui. Tous ceux qui ont eu la faveur de la rencontrer se consolent mal de sa disparition. Pas tant que moi. Heureusement que vous n'êtes pas de ces hommes pour qui une maison est triste si elle ne contient pas une femme et des enfants. Moi? Oui, vous êtes un esprit supérieur. Vous avez la science pour femmes, vos élèves pour enfants et vos livres pour amis. Oui, évidemment. Enfin, en principe. Il n'y a pas d'existence plus admirable que la vôtre. Vous façonnez les jeunes intelligences, vous pétrissez de vos doigts savants les esprits incultes et vous faites s'ouvrir les âmes aux beautés du monde. Ah, c'est pourtant vrai que je fais tout cela. C'est si vrai que je ne peux pas contempler un professeur sans être pénétré de respect. Vous? Oui, qu'est-ce que le professeur? Sinon le semeur d'idées. La graine peut être longue à germer, mais le moment vient toujours de la moisson radieuse. Un homme accomplit-il une action d'éclat? Qui sait si ce n'est pas parce que cet instant-là fleurit la semence que l'éducateur a déposée en lui lorsqu'il n'était qu'un tout petit enfant? Vous venez de peindre, mademoiselle, le portrait du professeur. Ah, vous avez pris les couleurs les plus flatteuses. Hein. Malheureusement, votre ça va me venir. Votre portrait n'est pas du tout ressemblant. Merci au souffleur. Malheureusement, votre portrait n'est pas du tout ressemblant. Certes, si les élèves étaient attentifs et studieux, notre mission serait à peu près celle que vous avez imaginée. Notre joie serait intense de préparer la nourriture intellectuelle de la jeunesse en disséquant et en assaisonnant pour elle les chefs-d'œuvre. Ces musées dont vous êtes les gardiens. Mais les collégiens sont des cancres, des mauvais garnements qui n'ont pour tout génie que celui du mal. Mais ils ne comprennent rien, mais parce qu'ils ne veulent rien comprendre. À la fin de la récréation, je m'avance vers eux en frappant des mains pour leur indiquer que c'en est fini des jeux et des rires. Je leur crie « Et nunc erudimini ». À cet appel, chacun devrait ouvrir la voie de sa conscience. Bienheureux ceux à qui les pures délices de l'étude sont permises. Ils devraient crier « Hosanna ». Ils répondent « La barbe ». Oh ! Avant de commencer ma classe, je dois pendant 10 minutes agiter ma clochette et taper avec ma règle sur le bord de mon bureau. Ce sont des mœurs déplorables. Connaissez-vous Véron? Il est là. Hier, je lui ai demandé la traduction de Puer abidje muscas. Enfant, chassez les mouches. Il m'a répondu, ça veut dire Pierre à piger la muscade. Oh. Vous avouerez que ce ne sont pas là des choses de mon âge. Vous pensiez que j'étais un homme heureux? Hélas non, je ne le suis pas. Un professeur, ça devrait être tout ce que vous avez dit, et ça n'est qu'un garde-chiourme. Mais alors, si vous n'avez pas la science pour femmes, vos élèves pour enfants et vos livres pour amis, vous devez vivre des heures mortelles d'ennui. Je ne sais pas. Mariez-vous! Mais il est trop tard. Oh, vous êtes bien tous les mêmes, hein? Lorsque vous êtes jeune, vous ne voulez pas aller à la mairie, vous ne voulez pas vous mettre la corde au cou, vous faites le beau dans les salons, vous faites le dandy sur les boulevards, vous voyagez, vous parcourez le monde. Bon, je vous assure que je n'ai jamais fait le beau, hein. Je n'ai jamais fait le dandy dans les salons. Hein. Et puis, il vient un jour où vous regrettez de ne pas vous être marié, vous vous dites il est trop tard. Mais sapristi, monsieur Hyacinthe, faut réagir. Une femme est nécessaire à l'homme. Oui, pour le linge. Pour le linge. Mon linge s'abîme. Jadis, maman le raccommodait toujours. Et elle le comptait avant de le remettre à la blanchisseuse. La semaine dernière, on m'a rendu une chaussette en moins. Eh bien, mariez-vous, ne serait-ce que pour vos chaussettes. Me marier, si vous croyez que c'est facile. Oh, mais il y a tant de jeunes filles dont tout le rêve est d'épouser un professeur. Et quand on a votre situation et vos avantages personnels, je suis sûre qu'on a aimé et qu'on a été aimé.
Je suis convaincue que si vous regardiez au fond de votre cœur, hein... Oh, mais je me mêle là de questions intimes, excusez-moi. J'habite chez mes cousines, qui doivent déjà m'attendre. Ah, Et j'ai dit chez mes cousines. oui, oui. Vous ne savez pas qui sont mes cousines? Non, et ça m'est indifférent. Ce sont les demoiselles d'Avernis. Ah, les demoiselles sont vos cousines? Oui, je suis orpheline. Elles m'ont recueillie, elles sont si bonnes. Ah oui? Ma cousine Marie, surtout, est très gentille. Elle est d'ailleurs beaucoup plus jeune que ses sœurs. Je l'aime infiniment. Oh, c'est tellement malheureux que sa mère lui ait gâché les plus belles années de sa vie. Ah, sa mère? Mais oui, Madame d'Avernis n'agissait jamais qu'à sa guise. Elle était si jalouse de son autorité que ses filles pouvaient être demandées en mariage. Elle répondait non sans même les consulter. Est-ce possible? Oui, et ma cousine Marie en a beaucoup souffert car, paraît-il, on a très souvent sollicité sa main et n'en a jamais rien su. Ah, mais je vous fais là des confidences. Mais je me demande pourquoi je vous dis tout ça. Moi aussi. Hein. Ah, mais c'est de votre faute. Oh, de ma faute, comment ça? Vous avez une de ces façons d'interroger les gens. Ah bon, vous trouvez? Vous auriez dû être juge d'instruction. Bon, je serai tout ce qu'on voudra, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'essayer encore de me marier. J'en ai trop souffert. Pour parler d'autre chose, d'ailleurs, voulez-vous me donner votre carnet? Pourquoi faire? Donnez. Monsieur le grand doyen sera content de moi. Je vais placer vos billets à mes galopins qui feront beaucoup mieux de donner leur argent aux pauvres que de les dépenser à acheter des boules buantes. Oh, mais pourquoi faire ces boules puantes? Mais pour me les jeter pendant la classe, mademoiselle. Oh. Pardon. Je vous dérange. Non, pas du tout. Arlette! Jacques? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Eh ben, je te croyais parisien. Mon père habite dans cette ville où je suis né. Et de temps en temps, je viens passer quelques jours auprès de lui. Puisque vous vous connaissez, je vous laisse 5 minutes, le temps de placer des billets à mes galopins. Hein. Faites, ne vous gênez pas pour nous. Laisse-moi te regarder. De face ou de profil? Incroyable, tu n'as pas changé. Et toi non plus. Toujours aussi sharp. Oh, je trouve ça incroyable de se retrouver là après 2 ans et demi. Bien le bel tennis, la pierre. Non mais tu parles si je me souviens. C'était la plus belle époque de ma vie. Qu'est-ce que tu as fait depuis ce temps-là? Ah bah j'ai fait des choses pas bien gaies. J'ai perdu mon père qui s'était ruiné. À Biarritz, j'étais riche, je n'ai plus le sou. Le conseil de famille m'a mise en pension pour 2 ans. Après quoi, il s'est demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire de moi. Il y avait parmi mes cousines un salmi de vieille fille. On m'a mise dedans. Un salmi? Un salmi de 4. Oui. Comment se nomme-t-elle? Je les connais peut-être. Si tu les connais, évidemment, elles sont de fondation dans la cité, comme l'herbe autour des pavés dans la rue. On les voit tous les matins en liberté quand elles vont en trottinant à la messe. Elles ont leur place réservée dans la cathédrale, à leur nom, avec chacune une boîte fermée à clé, contenant toute une bibliothèque de livres de prière. Leur place se trouve sur la droite du maître-autel, sous l'ex-voto de l'amiral Quinard, sorti sain et sauf d'un naufrage, bien que ne sachant pas nager. Je distingue pas. Oh bah tu vas distinguer. Depuis des années, elles portent toujours le même chapeau vert. Ah, ces dames au chapeau vert. Oui, c'est demoiselles d'Avernis. Ah ben alors, je les connais. Ce sont nos vieilles locs. Oh Jacques! Nos vieilles locataires. Locataire? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais la vérité, mon père est le propriétaire des demoiselles d'Avernis. Non, monsieur de Fleurville! Oh, mais alors ça, c'est excellent! Ma cousine Telcy, chaque fois qu'elle parle de lui, dit « Mon propriétaire !» Jamais j'aurais pu imaginer qu'il s'agisse de ton père! Et tant mieux, parce que cette circonstance me vaudra peut-être l'occasion de voir de temps en temps. Au contraire, tu deviens pour moi l'ennemi héréditaire, arrière-monstre! Cet événement nous rapproche pourtant. Oui, mais une gouttière nous sépare. Une gouttière qui coule depuis 8 ans et qui laisse d'affreuses traces noires sur le mur. On croirait voir les régions montagneuses d'une carte de géographie, c'est horrible.
Ouais, les régions montagneuses sur une carte de géographie, c'est horrible. Mais dès ce soir, mon père enverra les ouvriers. Ah bah qu'il s'en garde bien. C'est par cette gouttière que coule la bile de mes cousines. Les vieilles demoiselles ont besoin d'avoir dans leur vie pour un motif de discussion pour les instants de mauvaise humeur. Si tu leur retires celui-là, il faudra qu'elles en trouvent un autre. Ça fatiguera leur imagination. Et pitié des vieilles filles, sois bon pour elles. Et sont-elles bonnes pour toi, au moins? Parce que je présume que leur maison doit être sinistre, non? Oh non, c'est propre, c'est ordonné, simplement, c'est le règne de la housse. Tous les fauteuils sont recouverts. Le lustre du salon est enveloppé dans une toile une toile gommée. On croirait voir une montgolfière. Les pendules sont sous cloche. Peut-être les vieilles filles doivent-elles leur caractère au fait qu'elles ont mis une housse sur leur cœur. Et vous ne vous disputez jamais entre vous? Ah si, chaque fois que j'emploie un mot d'argot, Telcide éclate. Aussi, l'autre jour, j'ai dit que je trouvais moche le chef de la musique municipale. Alors, pour essayer de me rattraper, je lui ai expliqué que moche était un mot nouveau signifiant indulgent et modeste. Pas parfait? Ben non, pas parfait, parce que Telcide a voulu tirer parti de la leçon le jour même, et elle a dit à monsieur le grand doyen qu'elle trouvait moche le premier vicaire. Tu imagines le scandale. Est-ce que tu ne serais pas par hasard dans cette classe pour prendre des cours de français avec monsieur Hyacinthe? Tu brûles de savoir pourquoi je suis ici. Madame, une jeune fille dans la classe d'un collège de garçons, c'est pas naturel. Alors, figure-toi que monsieur Hyacinthe a aimé jadis la plus jeune de mes cousines. Le mariage se serait fait sans l'intransigeance de madame d'Avernis. J'essaie de rabibocher les choses. Ça marche? Bah non, ils sont aussi empotés l'un que l'autre. De la part de ma vieille cousine. C'est normal, j'en ai tellement vu des vieilles filles qui à 35 ans sont plus innocentes qu'une parisienne de 15 ans. Mais monsieur Hyacinthe, un homme, un professeur, devrait avoir plus d'initiative tout de même. Je parie que vous savez pas sûr. Monsieur Hyacinthe est un excellent homme, mais un original, qui n'a pas la moindre notion de ce qu'est la ridicule. Parce que c'est lui, un jour en classe, qui nous a dit textuellement ça. Il faut, mes chers élèves, déclamer les poètes à voix haute. Moi-même, chaque soir après le souper, je déclame les vers de Musset. Il aimait beaucoup sa mère. Première rigolade, ce grand diable qui nous parlait de sa maman. Alors on trouvait ça irrésistible. Et attends, c'est pas tout, il continuait. Je commence le poème immortel. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Et peu importe si maman, toujours distraite, m'interrompt en me demandant Ulysse, qu'est-ce que tu prendras pour ton dîner demain soir? Je lui réponds du veau. Et je continue. Nul ne se connaît vraiment tant qu'il n'a pas souffert. Et tu penses si nous, ses élèves, on se moquait de lui? En somme, c'est un phénomène. C'est plutôt un grand timide qui se sait peu élégant, peu dégourdi, et qui a peur de prendre la moindre initiative. Non, n'emploie jamais avec lui de périphrases, il saisira toutes les occasions pour ne pas comprendre. Non, avec lui, parle-lui carrément, et il fera comme les chevaux de cire, il sautera dans le cerceau. Hop. Lorsqu'il revient, laisse-moi seul avec lui. Allez hop, à la cravache, monsieur Hyacinthe. Hop, hop, sautez. Et comme ça, tu parcours les collèges pour essayer de placer des billets de tombola? Oui, pour essayer de rabibocher de vieux tourtereaux défraîchis. Eh bien, laisse-moi te dire que t'es une bien mauvaise dame patronesse. Oh. Ça fait un quart d'heure qu'on est ensemble, tu m'as pas encore tapé. Bon, tu veux des billets, mais c'est pas pour toi, ces trucs-là. Eh, mais si. Ok. Donc, les billets sont à 20 sous et les carnets 50. Donne-moi 10. 10 billets, les voici. Non, 10 carnets. Voilà 500 francs.
Mazette! Mais tous mes pauvres vont pouvoir se payer une auto. Bon, je te demande pas de venir à la fête, on tirera la tombola dans 3 semaines, mais bon, c'est pas pour toi ces trucs-là. Hélas, je crains de ne pas pouvoir être là. J'ai tellement d'occupations à Paris. Et puis, honnêtement, je viens ici le moins possible. Bah, je comprends. Tout est laid dans cette ville. Les monuments sont tristes, les femmes ont le nez qui luit. Comment? T'es réverbère. Si tu savais l'effet que m'a fait cette gare le soir de mon arrivée, une vieille halle qui sent mauvais. Ne parle pas comme ça de cette vieille gare. En fait, tu n'es pas faite pour vivre dans une ville comme celle-là. Tu es trop fine, trop élégante. J'aime que tu aies de moi cette opinion supérieure. Bien, imagine-toi cette gare. À la fin d'une journée, quand tu viendras prendre le train, quand tu seras passé la journée en robe blanche, en allant à la mairie et à l'église, tu appuieras ton bras sur celui du guide que tu te seras choisi pour le voyage à entreprendre. Des parents te diront, tu nous écriras souvent, ne vous fatiguez pas trop. Le contrôleur te dira, envoyez en voiture, messieurs les voyageurs. Toi, tu agiteras un mouchoir à la fenêtre. Et quand tu te retourneras, 2 bras t'enlaceront. Parce que c'est pour la vie que tu feras ce voyage d'amour. N'est-ce pas qu'alors, elle te paraîtra jolie, l'oreille petite gare de notre vieille ville? Oh. Eh bien, si cela devait arriver, c'est que Notre-Dame de la Délivrance m'aurait exaucée. Mais je n'y crois pas beaucoup. Quand on vit dans le milieu qui est le mien, on est une apprentie vieille fille. Non, tu dis des bêtises. Attention, voilà le donjon de la 5e classe. J'en ai placé pour 20 francs, ce n'est pas beaucoup. Hein. Oh, mais c'est très bien. Ce dont je suis plus fier, c'est que je vous rapporte un cochon. Un de vos galopins? Oui, Véron. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a promis de demander à son père, qui est charcutier, de vous envoyer un cochon de lait comme gros lot pour votre loterie. Oh, bravo! Les cochons de lait ont toujours beaucoup de succès dans les tombolas. Monsieur le grand douanier sera enchanté. Excusez-moi, monsieur Hyacinthe, mais il faut que j'aille, j'ai un rendez-vous à 4h30 et il est presque 5. Je vous accompagne jusqu'à temps. Non, restez avec mademoiselle. Je vous laisse aussi, laissez-moi juste le temps de noter le nom de ces galopins qui ont pris des billets. Oui, je vais vous les dire. Au revoir, Jacques. À bientôt. Au revoir, monsieur Hyacinthe, et à bientôt, Arlette. Hein. Je vous écoute. Alors, le putois, avec un S. 1. Nérouvat, avec un T. 2. Bridux, avec un... Il y en a une qui suit. Pardon, Bridux avec un X. 1. Baron, avec 2 R. 5. Monsieur Hyacinthe, Mademoiselle, avez-vous réfléchi à ce que je vous ai dit tout à l'heure? qu'est-ce que vous m'avez dit? Que vous devriez vous marier. Ah non, je vous en supplie, ne reprenez pas ce sujet. Écrivez. Bedon avec un D, 5. Mais je me fiche pas mal de bedon, monsieur Hyacinthe, c'est de vous dont il s'agit. Belbus 2, Vicoigne 1. Monsieur Hyacinthe, à cette comédie, préparez-vous à vous marier. Non, si je vous ai quitté tout à l'heure sous prétexte de placer des billets à mes élèves, c'est que j'ai voulu vous cacher l'émotion dans laquelle m'avait plongé votre conversation. Je n'aurais pourtant pas dû laisser seule une jeune fille avec un jeune homme dans ma classe, mais je n'en pouvais plus. Ne recommencez pas, j'ai déjà les mains moites et mon gilet de flanelle est tout trempé. Oh, allons, monsieur Hyacinthe, ne faites pas l'enfant. Oh, ne vous moquez pas de moi. Ma pauvre cervelle professorale est tout en ébullition. Mais je ne me moque pas de vous, je veux juste que vous envisagiez la situation bien en face. Je vous apporte l'amour de ma cousine Marie d'Avernise. L'amour de Marie? L'amour de ma vie? Oh, l'amour de Marie, l'amour de ma vie, je deviens fou. Mais oui, tout ce que je vous ai dit tantôt n'était que pour vous préparer à cette révélation. Je sais qu'un jour, vous avez dans l'enclos ramassé le petit gant de Philoselle de ma cousine Marie. Je sais qu'une autre fois, vous l'avez raccompagné sous votre grand parapluie de coton et que vous en avez profité pour lui dire des choses définitives. Ah oui, Marie, oh douce Marie,
C'est elle qui vous a mis au courant? Mais oui, elle-même, quand je pense que sans l'intransigeance de Madame d'Avernis, vous seriez peut-être mariée déjà depuis 12 ans, vous auriez sûrement 11 enfants, ou qui sait 22, à votre âge on a souvent des jumeaux. Oh, mais que de temps perdu, mon cher monsieur, que de temps perdu. Ne m'en parlez pas. Hein. Mais vous allez rattraper cela, hein, vous mettrez les bouchées doubles, hein. Ah, si vous saviez comme ma cousine Marie a souffert quand elle a appris votre départ. Elle ignorait tout de la démarche de Madame Hyacinthe. Maman. Auprès de sa mère, elle a cru que vous ne l'aimiez plus. Oh. Et elle a versé toutes les larmes de son corps. Elle a dit à tous ceux qu'elle rencontrait que vous n'étiez qu'un aventurier, un misérable, un subhonneur. Mais vous allez réparer, n'est-ce pas que vous aurez hâte de réparer? Ah oui, vous me direz ce qu'il faudra que je fasse. J'ai toujours mon inclination pour elle. D'abord, vous vous arrangerez pour la revoir. Ce n'est pas difficile, elle passe devant votre maison chaque fois qu'elle va déposer les petits cols empesés que ses cousines, ses sœurs et elle salissent chaque semaine chez la blanchisseuse. Oh, ces petits cols empesés. Je vous dirai l'heure de son passage. Et ensuite? Eh bien ensuite, vous ferez votre demande en mariage. Oh, c'est effrayant, c'est effrayant, c'est effrayant. Ah, il n'y a qu'à moi qu'arrivent des choses pareilles. Ah, si seulement j'avais encore mon mot. Enfin, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, il va falloir vous débrouiller, mon garçon. Hein. Oh, rien ne pourra jamais briser mon penchant pour Marie, ma douce Marie. Un de ces dimanches donc, vous revêtirez votre plus belle redingote. Ah ben, je n'en ai plus qu'une. Hein. L'autre a été mangée par les mythes. Vous mettrez votre plus beau chapeau de forme. Ah ben, je n'en ai qu'un. Celui que je mets aux enterrements. Bon, bah, il aura un air de fête. Vous sonnerez à la porte des demoiselles d'Avernis. Ernestine vous ouvrira. Ernestine? C'est la bonne. D'accord. Vous lui direz, je vous prie de demander à mademoiselle Telside d'Avernis si elle veut bien me faire l'honneur de me recevoir. L'honneur? Oh, parfait, parfait. Et ensuite? Ensuite, vous entrerez au salon. Ma cousine Telside, majestueuse, vous dira, prenez place, monsieur. Vous obéirez ou n'obéirez pas, c'est ad libitum, il y a les deux écoles. Oh ben moi j'obéirai, hein, j'obéis toujours. Hein. Et ensuite, vous commencerez. Je m'adresse à vous comme à la représentante la plus qualifiée de la famille d'Avernis que je vénère et que je respecte. Je vénère et que je respecte. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre charmante sœur Marie. Oh mon Dieu, que je serai émue. À ces mots, ma cousine Telside, comme le corbeau de la fable, ne se tiendra plus de joie. Elle ouvrira un large bec et tombera faible. Vous la rappellerez à elle et à vous. Et dans un murmure, elle vous dira, je vous la donne. Oh, merci, merci. Ah oui, enfin, on n'y est pas encore. Il va falloir vous secouer, mon ami. Mais vous pouvez compter sur moi. J'oserai. Après les vêpres, ma redingote, mon chapeau d'enterrement. Je sonne. Telside m'ouvre. Mademoiselle Ernestine est au salon. C'est compris. Oh, quel bonheur quand Marie sera mon épouse. Que de douces promenades vous ferez dans les chemins creux. Vous graverez vos prénoms sur les écorces des arbres, comme ça. Ah oui, nous nous livrerons à ces petites folies. Vous partez déjà? Oui, on sonne la fin de la récréation. À bientôt. Je suis très content. Je vous devrai mon bonheur, petite demoiselle, hein. Mais je ne suis pas un ingrat. Je vous le prouverai. Vous êtes un brave homme, monsieur Hyacinthe. Dans quel cyclone suis-je emporté tout danse devant mes yeux. Ma redingote, mon chapeau, la tombola de cette jeune fille, le cochon de Véron, les petits cols empesés de monsieur le grand doyen. Mademoiselle Telside, dites-moi que je vais être son mari. Oh Marie, ma douce Marie, je vous aime. C'est bon qu'il y a rigolo que vous me dites comme si vous êtes. Mais allez-vous-en. Mais oui, l'école est finie. Allez, on se retourne. Les premiers seront les derniers seront les premiers. N'hésite pas, on se retourne. Mais oui. Eh ben aujourd'hui, monsieur le Grand-Doyen, pas de musique. Non. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, monsieur le Grand-Doyen, vous le savez.
féliciter mademoiselle Arlette pour la réussite de cette tombola, il ne me reste plus qu'à prendre congé. Nous allons pouvoir distribuer 3500 francs à nos pauvres. Résultat magnifique. Oui, c'est pas mal. Je suis très contente, monsieur Grandoyer. Je trouve cet enfant un peu malade. Nous venons de terminer le grand ménage de printemps. Et Arlette nous a aidés. Ah, le grand nettoyage de printemps. Monsieur le Grandoyer, il faudrait que vous voyiez ça. On n'a pas idée de ça à Paris. Là, chaque jour a son programme. Il y a la journée de l'argenterie, la journée des cuivres et des étains, la journée du camphre et du poivre. Ah bah surtout celle-ci, je vous la recommande, on éternue du matin au soir. C'est toute la garde-robe qu'il convient de mettre à l'abri des mythes. Tchoum! Je vous interdis de vous moquer de notre garde-robe, enfin. N'est-ce pas que c'est mal, monsieur le grand-doyen? Laissez-la parler, j'aime son exubérance. Le grand nettoyage est inouï. Après qu'on l'a fait, il n'y a plus 1 gramme de poussière. Ça doit être prodigieux. Alors, il n'a qu'un inconvénient, c'est qu'après qu'on ait fait le grand nettoyage, on ne trouve plus rien. Toute la matinée, j'ai cherché le rouleau de tartare dans les tiroirs. Impossible. Et moi, j'ai cherché mes petits cotons toilettes roses que j'enfonce dans mes oreilles quand je sors et que je remets dans le sucrier du buffet quand je rentre. Sucrier que l'on n'utilise pas, évidemment. Ah, j'espère que vous n'avez pas égaré vos jolies robes blanches pour la procession. Oh non! Oh, certainement non, monsieur le grand-doyen. Nous n'oublions pas la procession. Nous formerons notre groupe habituel. Sur chaque rebord de fenêtre, il y aura un reposoir. J'ai déjà commandé 6 douzaines de bougies à trous. Et ma sœur Marie a préparé des roses en papier. Vous êtes les paroissiennes les plus ferventes. Je le sais, et je vous en remercie. Au revoir, mesdemoiselles. Au revoir. Au revoir, monsieur le grand-doyen. Oh, mon petit, montez dans votre chambre. On va vous badigeonner la poitrine avec de la teinture d'iode. Et vous mettrez vos pieds sur une boule bien chaude et vous serez guéri. Oh, que Dieu vous entende! Allez, montez, dépêchez-vous. J'ai encore un mot à dire à Ernestine. Ernestine! Ernestine! Oui, mademoiselle. Quoi qu'il y a. Alors, Ernestine, sitôt que le bateau arrive, vous venez nous prévenir. Oui, mademoiselle. D'abord, allez-y. Qu'est-ce que vous avez, Marie? Je vous trouve tout évaporé ces temps-ci. J'ai pas parlé. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez me gronder, Telside. S'agit-il d'une chose grave? Une chose très grave, ma cousine. Oh, j'écoute. Je crois que je vais me marier. Qui ça, vous? Oui, Avec qui? Croyez-vous que vous allez vous marier, mon pauvre petit? avec Ulysse. Monsieur Ulysse Gassin. Le professeur du collège. En lui-même. Ah, une grande intelligence et un fort bel homme, ce qui ne gâte rien. Alors, est-il indiscret de vous demander, ma pauvre petite Marie, ce qui vous fait croire que vous allez épouser Lucias? Mais parce qu'il a promis de faire sa demande avant jeudi, et c'est aujourd'hui le dernier jour. À qui a-t-il promu? Arlette? Tiens donc, vous vous êtes occupé de cette affaire, vous? Oui, quand je suis allée placer des billets pour la tombola. Et pourquoi ne pas m'en avoir averti? J'avais peur que vous empêchiez mes combinaisons. Et alors? Et alors, c'est moi qui ai invité monsieur Ulysse à la tombola. Et il fut tout à coup pris d'une timidité invraisemblable. Vous avez remarqué que ce jour-là, il avait mis sa redingote. Donc, pour le faire venir, je l'ai attrapé par un de ses boutons et j'ai tiré. Et il est venu? Non, c'est le bouton qui est venu. Là, tenez, en souvenir, ma cousine Marie. Oh, le cher bouton. Sa chère redingote. Et voyant qu'il n'y avait rien à faire pour le faire avancer, j'ai attrapé son chapeau de forme et je lui dis, je vais l'ajouter au lot de la tombola. Alors, il s'est décidé à me suivre et il est venu s'asseoir derrière vous, à la place que je lui avais réservée, et il vous a murmuré « Me voici, merci ». Jamais je n'oublierai ces 3 mots. Telside, vous ne savez pas où est la teinture d'iode? Nous ne la trouvons pas. La teinture d'iode, elle est dans la chambre d'amis, dans la cavaliqueur. Bien, merci. Je ne sais pas, Telside, comment vous jugez ma conduite. J'ai oublié quelque chose. Vous avez sans doute remarqué qu'à un moment, monsieur Gassin
Nous sommes penchés en même temps pour les ramasser. Toi, qui se promenais sous une chaise noire, se sont rencontrés sur le caoutchouc détaché d'un talon. Nos mains se sont frôlées, nous avons frémi. N'est-ce pas que c'est de l'amour, Telcide? Jeu d'amoureux? J'ignore trop ces choses pour pouvoir apprécier. Sans doute, Monsieur Hyacinthe a-t-il honte de son audace, car il n'a plus parlé pendant une demi-heure ensuite. Mais je sentais son souffle chaud sur les petits cheveux follets de Manu quand il était troublant. Phil, vous ne savez pas où est le coton hydrophile, nous ne le trouvons pas non plus. Le coton hydrophile, cette histoire de souffle chaud dans la nuque me fait perdre la mémoire. Dans le vase imitation Chine, je crois. Bien, merci. Vous avez sans doute remarqué combien j'ai ri quand il a gagné à la tombola une marmite. Oh bah alors, il était tout encombré avec son chapeau, mais il a fait du nid, de la gibus dedans, les bras autour, et il le portait comme on porte un enfant. Ma pauvre Marie, je n'ai rien remarqué du tout. En revanche, j'ai été très intriguée par ce jeune homme qui n'arrêtait pas de vous parler. Jacques de Floride? Comment ce jeune homme osait vous parler? Mais je vous ai dit, ma cousine, que nous nous étions connus autrefois à Biarritz. Il était venu exprès de Paris pour son volant. C'est vraiment gentil, vous ne trouvez pas? Ah, un poseur! Nous nous sommes revus 2 fois ensuite avec M. Hyacinthe. La première, c'était après les vêpres. Nous avons parlé. Des propos convenables, j'espère. Oh oui, il m'a raconté la mort de sa maman. Madame Hyacinthe a beaucoup souffert. Et la seconde fois? Quand je suis revenue de la blanchisserie avec les petits cols en fusil. Oh. Je ne sais pas comment vous jugez ma conduite, Telcide. J'ai peut-être agi comme une écervelée. Oh, je crois lire dans votre regard que vous jugez ma légèreté. Vous me condamnez, je vous demande pardon. Mais dans le fond de mon cœur, je suis si contente. Non, 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 Marie, mais j'avoue que si j'imaginais un mariage dans cette maison, c'est pas au vôtre que je pensais. Ah bon, auquel? Au vôtre, mon enfant. Le mien. Je pensais vous en parler ce soir. Un parti inespéré. Pas possible. Le neveu de ces demoiselles Le Rouge que vous avez aperçu l'autre jour. Ce clair d'avouer en dimanche qu'il n'y a pas de bouton à ses manchettes et qu'il y en a plein la figure. Enfin, je vous en prie, je vous rappelle qu'il travaille dans les contributions indirectes. Dans votre situation, ma petite, vous ne pouvez pas faire la difficile. Il est employé dans les contributions indirectes. Je vous remercie d'avoir pensé à moi pour ce jeune coq-bain, comme dirait Tristan Bernard. Tristan Bernard, qui est-ce encore celui-là? Un père de l'église. Mais je ne veux pas me marier. Je resterai comme vous, dans le calme et la sagesse. Votre existence n'est-elle pas la plus heureuse? De ce que je vais vous dire, faites votre profit. Et cependant, Marie, je vous supplie d'y voir la satisfaction, ma satisfaction devant vous. Vraiment, Telcide. L'existence des vieilles demoiselles peut être calme et ordonnée. Elle n'est pas heureuse parce qu'elle n'est pas humaine. Nous ressemblons à des lampes qu'on a mises au rencard qui s'éteignent peu à peu et qui n'éclairent plus personne. Oh, ma cousine. Ah, évidemment, en vous parlant ainsi, je vous étonne, mais cette constatation, vous l'auriez faite vous-même demain. Il ne me déplaît pas que vous sachiez que je l'ai faite avant vous. Vieille demoiselle, non pas vieille fille. Ah, c'est ainsi qu'on nous nomme quand nous passons. On fait même de ce nom une injure. Ah, on raille nos défauts, on critique notre caractère, on nous reproche nos scrupules, nos égoïsmes, nos préjugés. Nous ne sommes pas élégants, nous sommes laides. Comment nous jugerait-on si nous étions autrement? Vous nous voyez en tenue tapageuse, courant les fêtes. Oh, vieille fille, ça, c'est certain que nous le sommes. Hein. Mais pourquoi le sommes-nous? Est-ce qu'on s'en inquiète? Évidemment, il en est qui, à 20 ans, n'exigeaient que d'épouser
épouser des princes ou des milliardaires. Mais ces princes et ces milliardaires ne se sont jamais présentés. À 40 ans, elles auraient accepté un épicier. Mais trop tard. Il y a celles qui voulaient un colonel ou un général. Pas de colonel, pas de général. À 35 ans, elles auraient agréé un adjudant. Oui, mais trop tard. Toutes celles-là ne sont pas sympathiques. Mais il y a les autres. Il y a les femmes d'un seul amour qui ont attendu d'un homme qui ne leur a jamais donné l'aveu que l'autre a reçu. Il y a les femmes de devoir qui ont consacré leur jeunesse à des parents âgés, à des enfants abandonnés et qui se sont trouvés trop âgés pour profiter de leur liberté. Il y a les pauvres femmes dont le seul défaut, le seul crime était de ne pas avoir d'argent, donc pas de dot. Il y en a des quantités. Mais il y a surtout le troupeau lamentable des femmes qui n'ont jamais été jolies. Peu importe qu'elles aient eu la bonté ou l'intelligence, les hommes sont passés, les dédaignant, et ne disant « je vous aime » qu'à des créatures parfois sèches de cœur, mais riches d'une beauté qui n'a jamais dépendu d'elles. Ah, vieille fille, si l'on savait ce que cet état regorge de rancune et de désillusion. Oh, ma cousine, comme on peut être l'une près de l'autre et mal se connaître. Permettez-moi de vous embrasser. Vous savez, ma petite, que je bénirais ma mère si, usant de son autorité, elle m'avait obligée à épouser un homme qui me demandait et que je refusais parce qu'il s'habillait mal. Je peux ne pas vouloir épouser de jeunes gens ridicules. Ah, c'est ce que j'ai dit à ma mère. Les autres ne se sont jamais présentés. J'en suis venue à me dire qu'il vaut mieux un mauvais mariage que cet état de vieille fille. Quand le mari n'est pas gentil, au moins on a des enfants, on a des satisfactions dans la vie, on a un but. C'est le bateau qui arrive. Écoutez, mon enfant, nous reprendrons cette conversation plus tard. Je dois m'occuper du débarquement du bateau. Qu'est-ce que c'est que ce bateau? Oh, c'est pour la procession. Je croyais que vous entriez dans la marine. Là, jusqu'à présent, nous tenions les bannières, les rubans d'une bannière que tenait Mlle Clémentine Chotard. Cette année, monsieur le premier vicaire nous a attribué le bateau. Bel avancement. Vous semblez toute songeuse, cousine Arlette. Oui, je pense à ce que vient de me dire ma cousine Tessie sur les vieilles demoiselles. Oh, vous devez absolument accepter la proposition du neveu de Mademoiselle Le Rouge. C'est un garçon très sérieux, vous savez. Non. Dans 15 ans, je serai comme vous, ma cousine Marie. Dans 20 ans, comme ma cousine Jeanne. Dans 25 ans, comme ma cousine Rosalie. Et dans 30 ans, je ressemblerai à ma cousine Telside. Ce n'est peut-être pas très gai de voir comme ça dans la vie. Comme sur une échelle, les différentes étapes de sa vie, mais tant pis, chacun paye pour les fautes des autres, moi je paye pour celles de mon père. Ah non, vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Si le neveu de Mademoiselle Le Rouge ne vous plaît pas, nous ne vous abandonnerons pas, nous chercherons ailleurs. Mais je connais vos bons sentiments à mon égard, après tout je ne suis pas laide. Mais c'est après le neveu de Mademoiselle Le Rouge, ce sera Mademoiselle Clémentine Chotard qui voudra me présenter son cousin, qui est employé des postes et qui ressemble à un singe. Et tiens, qui sait si Monsieur Hyacinthe ne viendra pas tout à l'heure avec son candidat, un jeune espoir du corps enseignant avec une barbiche rousse. Mais un professeur, ce serait merveilleux. Mais ma cousine, les choses sont tellement différentes dans mes rêves. Comment sont-elles? Ben, vous vous souvenez que le soir de la tombola, je vous ai parlé de mes sentiments pour Jacques. Oh, vous aimez Jacques de Fleurville? Ben, de tout mon cœur. Autant que j'aime Monsieur Hyacinthe. Autant. Alors, permettez-moi d'aller voir Jacques de Fleurville pour vous, comme vous êtes allé pour moi voir Monsieur Hyacinthe. C'est inutile. Je plais à Jacques, c'est évident. Mais il a réfléchi. Ou plutôt, on l'a fait réfléchir. Dans les familles comme la sienne, on n'aime pas beaucoup que les jeunes gens épousent des filles sans fortune. Hein. Sauf que j'ai été de croire à mes beaux rêves. Et quand je serai mariée, vous viendrez nous voir souvent? On fera des dîners. Écoutez. Marie! Allez aider Ernestine à porter le bateau. Il ne faut pas perdre de temps. Nous allons faire notre première répétition. Ah ben elles sont déjà là, elles sont merveilleuses. Allez.
Le beau navire est arrivé. Regardez. Oh, qu'il est gentil. Surtout ne cassez rien. Il est vraiment gentil. C'est surtout pour vous, Rosalie, que j'ai voulu cette répétition. Vous ne savez pas marcher au pas. Quand on marche, quand on fait des processions, il faut savoir marcher au pas. Ah, c'est moi qu'on Je appelle. vais prendre les brancards de devant et vous, les brancards de derrière. Tenez-vous tranquille. Vous n'êtes pas, vous êtes en train de jouer au cheval. Oh, j'ai l'impression de partir en Amérique. Oh, vous allez en Amérique, vous n'avez jamais pris un bain de mer. Ernestine, retournez dans votre cuisine. Je vais aller faire mes cuivres côté rue. Nous en avons bien besoin. Vous êtes prêtes, mes sœurs? Oui. 1, 2, 3. Oh, On y va. je suis déjà fatiguée. Tu es le plus beau des bateaux et tu me guides sur le fond vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des bateaux. Bravant toutes les tempêtes, sifflant come une alouette. La porte était ouverte. Ernestine fait les cuivres. Mademoiselle Lavernis, je voudrais vous parler tout de suite. Lui-même. Nous répétons pour la procession. Oui, je suis confus de vous troubler dans vos petites récréations. J'ai pourtant retardé cette démarche autant que j'ai pu, mais il faut que tout soit achevé un peu avant 5 heures. Il est 4h25. Si feu ma pauvre maman vivait encore, c'est elle qui aurait fait la tentative dont je m'acquitte actuellement. Oh, comme il parle bien. Si feu Madame d'Avernis était encore de ce bas monde, c'est à elle que je m'adresserais, mais vu les circonstances, c'est devant vous que je m'incline, comme étant la plus qualifiée d'une famille que je vénère et que je respecte. Je voudrais 2 audiences particulières. Bien volontiers, monsieur Hyacinthe, vous permettez que je me dételle? Faites donc, mademoiselle d'Avernis. Vous êtes à l'heure, c'est bien, mais pourquoi demandez-vous 2 audiences? Ah, une surprise. Il était temps que je descendisse de ce bateau, je commençais à avoir mal au cœur. Je crois qu'il est discret que nous filions à l'anglaise. Monsieur Hyacinthe. Oui. Monsieur Hyacinthe, prenez la peine de vous asseoir. Je vous écoute. Voici, mademoiselle d'Avernis Aînée, le but de ma première audience. Le cœur humain a des faiblesses. Ce qui est arrivé à d'autres hommes m'est arrivé à moi, professeur. J'aime. Mon sentiment est respectable puisque sincère. Lorsque la nature parle, il n'y a rien à faire. Or, la nature a parlé. Mademoiselle Tavernis Aînée, je remets mon sort entre vos mains. Je connais votre indulgence et votre bonté. J'ose espérer que vous voudrez bien prendre en considération la supplique que je vous adresse. J'ai l'honneur de vous demander... J'ai l'honneur de vous demander... J'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle Marie, la plus jeune de vos sœurs. Yes! Vous voulez épouser ma sœur Marie? Je m'y attendais pas du tout. Vous refusez, j'en étais sûr, c'est affreux. Pas du tout. Asseyez-vous, mais non. Je suis au contraire extrêmement touchée que vous ayez la délicatesse de vous adresser à moi. C'est mon devoir. Comme vous, je regrette que feu Madame Hyacinthe ne soit plus de ce monde. Elle aurait été très fière de voir le placement de son grand-fils. Je connais vos qualités de cœur et d'esprit.
vous êtes de cette élite que nous admirons. Je vous donne mon consentement. Oh, merci, merci. N'allons pas trop vite, c'est à Marie de vous donner sa réponse. Voulez-vous que je l'interroge en dehors de votre présence? Ah non, 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 devant moi, devant moi. Je vais la chercher. Oui, finissons tout de suite, il est Marie? il est 4h35. Vous m'avez appelé? Oh, chère demoiselle Marie, Cher monsieur Ulysse. comme je disais, il n'y a qu'une minute à mademoiselle d'Averny-Séné. Je suis ici pour demander votre main. Vous tremblez parce qu'elle se trouve mal, au point. Elle s'est assise sur mon chapeau. Aidez-moi plutôt à l'animer. Oui, 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 tenez, voici mon flacon. Oh, mais vous êtes très près de nous, vous aviez pensé à apporter des sels. Oui, pour vous. Ah, elle ne va pas mourir au moins. Oh, je n'aurais vraiment pas de peine. Vous êtes là, monsieur Ulysse? Oui, je suis là, tremblant, attendant votre réponse. Oh, mais mon évanouissement en était une. C'était une syncope affirmative? Ah, nous sommes les fiancés de la syncope. Marie, je vous félicite. Vous voyez un fiancé? Je vais chercher vos sœurs et votre cousine Arlette. Ah oui, 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 très bien, Arlette. Ce bouton de rose qui se fait ajouter aux 4 roses déjà épanouies parfumant votre maison. Monsieur Yassin. J'étais sûr qu'elle vous plairait. Je l'ai cueillie pour vous dans le jardin de Candy. J'espère que ma visite n'aura pas trop dérangé vos petits projets de l'après-midi. Oh non, pas du tout. Oh, ma bonne demoiselle Marie, est-ce que vous m'attendiez? Ah, depuis 10 ans, monsieur. Oh, pendant qu'il en est temps encore. Sachez tout, mademoiselle Marie. Tout quoi? Ce que je n'ai pas osé faire dans nos précédents entretiens, je dois le faire maintenant, avant qu'il soit trop tard. Oh, parlez vite, de quoi s'agit-il? Vous m'effrayez? Ah, j'ai le devoir de me mettre à nu devant vous. Oh, monsieur Yassin. Moralement, mademoiselle Marie, moralement. Rassurez-vous. Que vous puissiez me refuser si vous me jugez indigne de vous. Oh, vous refusez? Jamais. Oh, je n'ai jamais été aussi heureuse depuis votre demande. J'ai l'impression qu'un ange m'a prise par la main. Oh, c'est que précisément, je ne suis pas un ange. Je ne veux pas que plus tard, en prenant votre chère tête entre vos mains, vous puissiez dire « Ah, le misérable, il m'a trompé. Vous me trompez? Sur mon caractère. Vous êtes celui que j'aime. Oh, tête délicieuse mais folle. Vous placez votre cœur sur les ailes de votre imagination. Vous me connaissiez il y a 10 ans. Il s'est passé bien des choses pour moi durant ces 2 lustres. À force de vivre en vieux garçon, j'ai pris de déplorables habitudes. C'est un quasi quinquagénaire que vous avez devant vous. Chaque jour, après les repas, je bois de l'alcool. Un petit verre, hein, et je fume la pipe. Là. Non, je n'ai pas fini. Écoutez-moi jusqu'au bout. Je tiens ce détail de moment. Il m'entendait à travers la cloison séparant nos 2 chambres. Il paraît que la nuit, La nuit? je ronfle comme un soufflet de forge. Mais monsieur Yassin, la nuit, je dors et j'ai un sommeil profond, je ne vous entendrai pas. Oh, un sommeil de l'innocence. C'est tout? Non, non, non. Quoi encore? Oh, je vous assure, ma bonne demoiselle Marie, que j'ai eu tort de vous demander en mariage. Songez à ce que ce serait pour moi qui vous aime plus que tout au monde si, au lieu de vous rendre heureuse comme vous le méritez, j'étais l'artisan de votre malheur. Vous êtes surtout trop modeste. Je n'ai pas toujours très bon caractère. Quand les repas ne sont pas servis à l'heure exacte, j'ai des impatiences. Quand je lis le journal, je m'agace si on me dérange. Quand je fais la sieste, je déteste qu'on tournicote autour de moi. Quand je me promène les jours de pluie, je suis incapable de parler d'autre chose que des corps aux pieds qui me torturent. Si tous les fiancés étaient comme vous, il y aurait d'excellents maris. Moi aussi, j'ai mes petits défauts. Si. L'hiver, quand j'ai des engelures, je ne suis pas toujours de très bonne humeur. Et puis quand je suis enrhumée et que j'ai le nez rouge, je ne suis pas très jolie à regarder. Et quand j'ai mal aux dents, ce qui m'arrive quelquefois, je ne suis pas à prendre avec des pincettes. Sachez que, malgré les engelures, le nez rouge et les rages de dents,
Je suis emporté vers vous par une passion profonde. Moi aussi, monsieur Oh, mademoiselle Marie. Monsieur Yassin. À mort à Maria? C'est une prière? Non, c'est une constatation que je fais en latin. Je suis aimé de Marie. Constatation magnifique. Nous pourrons dire que nous ferons un mariage d'inclination. Si votre penchant répond au mien, puis-je me considérer autorisé à vous faire ma cour? Oh, tous les jours. Oh, bonheur et félicité. Savez-vous jouer aux dames? Ah oui, j'y jouais jadis. Avec maman. Mais elle était souvent distraite. Elle jouait tantôt avec ses pions, tantôt avec les miens. Ça a gêné beaucoup mes combinaisons. Connaissez-vous le loup et l'agneau? Ah non. Je vous l'apprendrai. Vous serez le loup, je serai l'agneau. Je ne suis pas sûre que vous arriviez à me rattraper. Ça m'étonnerait fort si le gros loup ne croquait pas le petit agneau. Ma sœur Marie, voilà vos sœurs et votre cousine Arlette. Je vous présente mon futur. Oh, je suis très contente qu'un homme entre dans ma maison, monsieur. Et moi, enchanté que 4 femmes entrent dans la mienne. Vous devez être content, monsieur Yassin. À vous, si j'osais. Qu'est-ce que vous feriez? Je vous embrasserais. Oh, chiche. Tenez, monsieur Yassin. Bon pour un baiser, écrivez. Oui, vous voulez? Oui, ça m'amusera à signer. Ah, Très bien. Voilà. Ma cousine Marie. Touchez ce bon, les guichets sont ouverts. Oh, je n'oserais jamais. Mais si! il est 4h45, j'ai encore le temps. J'ai apporté des fleurs, puis-je aller les chercher? Oui, où sont-elles? Dans le porte-parapluie. Oh, un bouquet de fiançailles dans un porte-parapluie. 1 seconde et je reviens. Pourquoi regarde-t-il toujours sa montre? C'est très bizarre. Chère demoiselle Marie, je vous remets le premier gage de ma fidélité et de mon attachement. Elles sont magnifiques. J'ai pris les plus grandes fleurs de mon jardin. Superbe. Fleurs d'amour, puisqu'elles ont grandi pour l'hymen. Pour fêter ce pacte d'union, accepteriez-vous un verre de Lacrima Christi? Le père en a laissé quelques bouteilles à la cave. J'en accepterai volontiers, beaucoup moins pour me désaltérer que pour voir à votre santé. Alors, ma petite Arlette, allez chercher des biscuits, allez chercher Rosalie, un plateau avec des verres, et vous, mon petit, je vous donne les clés de la cave. Faites bien attention, vous allez chercher tout ça. Nous sommes seuls. Profitons-en. Deuxième audience. Il y a une enfant que, dans mon cœur, je considère comme ma fille. C'est mademoiselle Arlette. Elle a été si gentille que je tiens à lui prouver ma reconnaissance. Vous voulez lui faire un cadeau? Oui. Je vais lui offrir un mari. Ah non, c'est pas la peine. Ah non, Arlette ne veut pas se marier. C'est pas une Mais peine. mon prétendant sera ici à 5 heures précises. Hein. Oh, visite inutile. Nous verrons. Je sais maintenant comment il faut opérer pour décider quelqu'un à se marier. J'en ai fait l'expérience. Accordez-moi 5 minutes d'entretien confidentiel avec mademoiselle Arlette. Volontiers. Voilà le plateau et les verres. Mais non, ma bonne Rosalie, c'est le beau service qu'il fallait prendre, Oh, enfin. je ne savais pas. C'est vous. Je me débarrasse de vous, d'elle. Voilà les biscuits. Très bien. Offrez un biscuit à Monsieur Hyacinthe. Pendant ce temps, nous allons aller déboucher le Lacrima Christi. Tiens. Un biscuit, monsieur Hyacinthe? J'ai encore 6 minutes. Vous comptez combien de biscuits vous pourrez manger? Oui. Enfin, non. C'est-à-dire que ce que vous avez fait pour moi, j'ai voulu le faire pour vous. Qu'est-ce que veut dire tout cela? Ah, comme j'ai été assez heureux pour mener mes projets à bonne fin, regardez ma mine réjouie. Ma chère enfant, vous allez vous marier. Ah non. Ah si. Ah, je vous dis que non. Ben, moi je vous dis que si, non d'une trompette. Mais j'ai pas du tout envie de plaisanter, monsieur Hyacinthe. Mais il va falloir vous secouer, la petite fille. Vous allez mettre votre plus belle robe blanche. Je n'en ai qu'une. Ça va très bien. Vous allez arborer votre plus gracieux sourire. Je n'en ai qu'un, c'est un sourire d'enterrement. Il aura un air de fête. Dans quelques minutes, on sonnera à la porte des demoiselles d'Avernis. Ernestine ouvrira. Un monsieur lui dira « Je vous prie de demander à mademoiselle
Telside d'Avernis si elle veut bien les recevoir. Je dirais qu'on ne le reçoive pas. Et il entrera quand même. Hein. Et il dira, je m'adresse à vous comme à la représentante la plus qualifiée de la famille d'Avernis, que je vénère et que je respecte. Assez, monsieur Hyacinthe. Si vous êtes un type dans le genre de Fénelon, moi je suis un type dans le genre de Louis XIV. J'aime bien qu'on m'écoute. Ben, parlez. Avant de me présenter votre candidat, est-ce que vous vous êtes suffisamment demandé quelles pouvaient être mes opinions sur le mariage? Vous ne pouvez avoir que des opinions excellentes. C'est qu'il ne faut pas oublier que notre époque a quand même vu se réaliser les 3 plus grandes inventions du monde. L'électricité, l'aviation et les cheveux courts. On ne conçoit plus du tout le mariage en crinoline ou en manche gigot. Aujourd'hui, le mariage se conçoit en jupe courte et très largement décolleté sur le devant. Fénelon et moi, mademoiselle... Oh, laissez Fénelon tranquille, il s'est jamais marié. Moi, quand je me marierai, je ferai comme les Américaines. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je laisserai à mon mari la direction du ménage et l'éducation des enfants, et pendant ce temps-là, je voyagerai. Ah, les voyages, ça coûte cher. Ah, mais je compte bien épouser un homme ayant quelques économies. Et quand vous les lui aurez dépensés, que ferez-vous? Eh bien, je divorcerai. Et je recommencerai, et à nouveau, je me remarierai. Mais c'est effrayant. Et quand vous arriverez-vous? À 40 ans. Nos grands-mères portaient le mariage comme elles portaient le corset, ça leur comprimait la poitrine, ça les empêchait d'avancer à leur guise. On a supprimé le corset, vous ne voudriez tout de même pas le rétablir, monsieur Longchamp? Non, moi je ne veux rien. J'ignorais que les jeunes filles avaient tant évolué depuis Fénelon. Après une telle profession de foi, j'imagine que vous n'envisagez plus de me présenter votre neveu. Mon neveu? Jacques! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens prendre des mesures pour la gouttière. Tu es tout seul? Mon père, il est avec mademoiselle Telside dans le jardin. Je suis contente de te voir. Monsieur Hyacinthe a parlé. Oui? Et tu acceptes, j'espère. Comment ça, j'accepte? C'est la solution qui s'impose à toi. Oh mais non, mais c'est horrible que tu me dises une chose pareille, Jacques Vincent. Mais maintenant, je ne veux pas me marier, enfin. Mais entendez-le jusqu'au bout, au moins. Vous aurez peut-être une surprise. Une surprise? Ah, mais vous avez imaginé que je voulais vous proposer mon neveu? Ah, mais c'est pour ça que vous m'avez lancé des boniments à faire rougir Fénelon. Ce n'est pas lui, mais qui est-ce? Écoutez, Jacques. Jacques? Oh mais pardon, Jacques, un affreux quiproquo! Ah, tu veux bien te marier? Mais oui! Tu acceptes? Avec joie! Oh, comme je suis heureux! Qu'est-ce que je suis heureux là! Qu'est-ce que je suis heureux! Tu la verras comme je te l'ai promis, le vieil petit gars. Oh, je suis confuse de bonheur. Remercie plutôt monsieur Hyacinthe. C'est lui qui est venu me dire que tu devrais épouser la Arlette. Et quand j'ai fini de lui dire, il a éclaté de rire. Telle est bien mon intention, m'a-t-il répondu. Jacques. Je crois que mademoiselle Telside et mon père sont de retour. N'enlevons pas à la démarche paternelle au caractère officiel. Arlette, vous allez être très étonnée. Monsieur de Fleurville vient de me demander votre main pour son fils Jacques. Je lui ai dit que c'était à vous de répondre. J'accepte avec joie, si vous me le permettez. Mais bien sûr, je permets. Comme je l'ai promis à mademoiselle Telside, je déposerai dans la corbeille du mariage, en premier cadeau, la réparation de la gouttière. Et nous nous marierons ensemble à Notre-Dame. Et vous entrerez les premiers. Honneur à la jeunesse. Oh, pourvu que ce jour-là, je ne sois pas enrhumée.